Si l'ICM existe, c'est grâce aux membres fondateurs, c'est grâce à tous les chercheurs qui travaillent ici, 650 personnes, et c'est grâce à vous. Et vous, ce n'est pas des mécènes, c'est véritablement des partenaires. Et si vous vous intéressez à ce qui se passe à l'ICM, et aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer, eh bien, ça montre bien l'intérêt que vous portez sur ce problème, qui est un problème de santé publique, qui est un problème, je le disais tout à l'heure, à la fois de santé, économique et social. Et c'est véritablement un des problèmes du XXIe siècle. La population vieillit de plus en plus, heureusement, et le tout, c'est pas de battre des records de longévité, c'est de battre des records de longévité dans la jeunesse et non pas dans la dégénérescence. Et donc, il faut absolument, c'est une urgence, il faut vraiment qu'il y ait une task force, aussi bien aux deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire au niveau de la recherche, c'est ce que l'on fait ici, que de la prise en charge, ce qui se fait avec la CNSA et ce qui se fait avec pas mal de partenaires nationaux. Donc, je vais tout de suite, après vous avoir remercié encore une fois, passer la parole à Marie-Claude Potier, qui va vous parler des travaux de recherche qui sont faits ici, et puis ensuite, Stéphane Le Hérissi vous montrera comment, avec des marqueurs à la fois cliniques, biologiques et radiologiques, et pour lui c'est radiologique, on peut arriver à détecter la maladie d'Alzheimer. Et un des problèmes du XXIe siècle, ça va être d'arriver à une médecine préventive et même prédictive. Et si vous voulez prédire sans arriver à prévenir, eh bien on ne sera pas très très bien. Donc il faut absolument jouer sur ces différents tableaux, comment prédire les maladies, avec les différents facteurs que ça représente, et comment arriver à prévenir les conséquences. Bonjour, donc en guise d'introduction, c'est justement de prévenir, prédire et guérir dont je vais vous parler. Donc c'était une introduction du professeur Saillant qui était adaptée à la conférence que je vais vous donner. Bien, donc je suis chercheur au CNRS et je travaille dans cet institut du cerveau et de la moelle. Et je dirige une équipe maladie d'Alzheimer et maladie à prion avec Stéphane Haïk. Donc c'est une équipe d'une trentaine de personnes. Donc je vais commencer par une petite introduction sur la maladie d'Alzheimer. Peut-être on pourrait travailler en interactif, c'est-à-dire que vous pouvez lever la main si vous avez une question et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, et ensuite à la fin on pourra reprendre certains points et les discuter. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative avec une perte progressive de la mémoire et puis au bout une démence qui est pour le moment incurable. C'est la cause la plus commune de démence liée à l'âge. Et si on regarde un petit peu les chiffres dans le monde, on a actuellement environ 35 millions de personnes atteintes par des démences en général, et on prévoit en 2050 entre 115 et 135 millions de personnes atteintes de démence. La maladie d'Alzheimer actuellement c'est 24 millions, donc vous voyez c'est la plupart des démences. Et en France on a 850 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer avec 225 000 nouveaux cas par an. Et donc on sait qu'en moyenne, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer décèdent à peu près 10 ans après le diagnostic. Donc comme le disait le professeur Saillant, c'est un coût qui est énorme hein, pour la société. Le coût mondial est de l'ordre de 604 milliards de dollars en 2010. Et en France, on sait que chaque patient par an dépense 10 000 à 20 000 euros. Donc c'est un problème majeur de santé publique. Que faire? Donc nous, on s'intéresse évidemment à la partie plutôt recherche, donc en amont. Mais on travaille aussi à l'Institut du cerveau de la moelle, donc qui se situe sur ce site de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc on travaille en collaboration, nous chercheurs, avec des cliniciens, et en particulier l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer que dirige Bruno Dubois. Donc on travaille en collaboration avec eux, qui s'intéressent plus particulièrement à la clinique et aux patients. Et on essaye de, notamment dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de trouver des biomarqueurs de prédiction. Alors pour revenir un petit peu sur la clinique de cette pathologie, donc vous voyez ici représentées les fonctions cognitives en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'il y a un certain niveau de perte de mémoire moyenne liée à l'âge, mais vous voyez qui n'est pas énorme. Hein. La maladie d'Alzheimer se présente sous, disons, 3 stades. Le stade présymptomatique,
où on va déjà avoir des lésions dans le cerveau, mais pour l'instant on a du mal à détecter puisque c'est un stade présymptomatique. Puis arrive le stade prodromal, où vous entendrez parler peut-être de MCI pour Mild Cognitive Impairment, donc c'est des déficits cognitifs légers, avec des symptômes, mais une autonomie qui est préservée. Donc on a la mémoire épisodique en particulier qui est altérée, et on a ce qu'on appelle un syndrome amnésique de type hippocampique. L'hippocampe, c'est une région du cerveau qui est impliquée dans la formation de la mémoire. Les troubles cognitifs apparaissent avec les 3 A, l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie. Et puis au stade 3 de maladie d'Alzheimer, quand la maladie se déclare, vous voyez que le déclin cognitif démarre et on a une précipitation de ces pertes cognitives, des fonctions cognitives, avec au bout une perte d'autonomie. Donc dans cette phase-là, on a d'autres aires cognitives qui sont atteintes, on a des perturbations fonctionnelles et cette dépendance aux autres. Donc c'est le stade de démence. Alors cette maladie d'Alzheimer, elle est caractérisée par 2 types de lésions dans le cerveau. On a des lésions, vous voyez ici une coupe de cerveau post-mortem de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce que vous voyez en violet, c'est les noyaux des cellules. Et en marron ici, c'est un marquage de la pathologie amyloïde, donc des plaques amyloïdes, qui sont des lésions, vous voyez, qui sont entre les cellules, elles sont extracellulaires. Donc à l'intérieur de ces plaques amyloïdes, on retrouve principalement une protéine, un composant, qui est l'amyloïde, la bêta-amyloïde. Et cette bêta-amyloïde, c'est ce petit fragment de protéine que vous voyez en vert, qui provient d'une molécule plus grosse qu'on appelle le précurseur de l'amyloïde, amyloïde précurseur protéine, l'APP. Et vous le voyez ici, donc on représente la membrane d'une cellule, l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Donc c'est une protéine qu'on appelle transmembranaire, donc qui est localisée en partie à la membrane. Donc elle traverse la membrane avec une partie extracellulaire et intracellulaire. Et donc vous voyez cette protéine intramembranaire, transmembranaire, elle va devoir être clivée pour produire ce petit bout vert qui est le peptide amyloïde. Donc une fois que le peptide est libéré, il va former des agrégats, on va le voir un peu plus tard, et se répartir dans le cerveau. Donc il y a une séquence d'événements qui va toujours dans le même sens. Pour les lésions amyloïdes, ces lésions vont démarrer dans les couches superficielles du cortex et ensuite atteindre des régions plus profondes, l'hippocampe, les noyaux profonds, et finalement cette structure qui est à la base du cerveau, qui est le cervelet. Donc c'est des stades qui ont été définis par M. Tal, vous voyez ici, donc avec la définition de phase de progression de cette pathologie de la phase 1 à la phase 5. Donc la première lésion, la lésion de type amyloïde. La deuxième lésion, ce sont des lésions qui sont intracellulaires, donc à l'intérieur des cellules, et c'est ce qu'on appelle la pathologie Tau. Donc à nouveau, vous voyez une coupe de cerveau de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, avec en bleu toujours les noyaux, et en marron, on marque donc cette pathologie Tau, et vous voyez là un neurone avec son corps cellulaire qui est rempli de ces protéines anormales, et les prolongements aussi contiennent cette protéine Tau anormale. Cette protéine Tau, c'est une protéine que tout le monde a, c'est une protéine qui s'associe aux microtubules, mais dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine est modifiée de manière anormale, elle est hyper phosphorylée, donc il y a des modifications anormales, et ces modifications entraînent un changement de structure, et vous voyez ici au microscope électronique, ces filaments en hélice, on voit bien des hélices, donc cette protéine forme des filaments en hélice, et forme ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires ou DNF. Alors la progression de ces lésions, pour l'amyloïde, on allait de l'extérieur du cerveau vers l'intérieur, donc centripète. Pour les lésions Tau, c'est centrifuge. Donc au stade initiaux, on est plutôt dans le cortex, qu'on appelle le cortex entorhinal, puis l'hippocampe, puis les aires corticales en dernier. Donc c'est une progression plutôt centrifuge, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc on a aussi plusieurs stades qui ont été définis par M. Braak, les stades de Braak, du stade 1 au stade 6.
Alors au laboratoire, on a pu développer cette technique qui s'appelle Clarity, qui permet de rendre le cerveau transparent. Donc là, vous voyez, ce sont des images d'une coupe de cortex de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, de 500 microns d'épaisseur, donc 1,5 mm, qui a été traitée pour rendre cette coupe de cerveau, de cortex, transparente. Et une fois qu'elle est transparente, on peut facilement marquer, alors vous voyez ici en rouge c'est la pathologie amyloïde et en vert la pathologie tau. Et donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette coupe, là on montre à l'intérieur de la coupe, on voit ces dépôts amyloïdes en rouge et ces dégénérescences neurofibrillaires en vert. Donc ça c'est des stades avancés de la pathologie et on voit clairement que la quantité de plaques amyloïdes et de dégénérescences neurofibrillaires est très importante. Donc Cunier Ando, qui était une stagiaire postdoctorale dans l'équipe avec Charles Dukertz, qui lui est le directeur de la banque de cerveau de la Pitié-Salpêtrière, elle avait pu aussi marquer à nouveau les plaques amyloïdes là, elles sont en vert, et les neurofilaments en rouge. Les neurofilaments, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des prolongements des neurones. Donc on repère tous les prolongements. Et on voit ainsi sur ce petit film que quand un neurone se balade autour d'une plaque amyloïde, il va dévier sa trajectoire, et à l'endroit où il est dévié, vous voyez ici ce trajet, il va être modifié, vous voyez une rupture de ces filaments, et donc on voit clairement l'influence néfaste des plaques amyloïdes sur les trajets des neurones. Et puis un dernier petit film, où là on voit tout, donc en rouge les neurofilaments, en vert les dégénérescences neurofibrillaires, et en bleu vous allez voir apparaître les plaques amyloïdes. Donc là, on a les trois éléments, les deux éléments qui représentent la pathologie et on peut observer donc le trajet des neurones qui est modifié autour de ces lésions. Alors revenons-en à la pathologie amyloïde. Donc, je vous disais que la pathologie amyloïde, c'est ce peptide A-bêta qui est issu d'une protéine transmembranaire, le précurseur de l'amyloïde, APP. Donc cette protéine, on en a tous, et on produit tous le peptide A-bêta de manière physiologique. On ne sait pas encore exactement à quoi il sert, mais pendant le développement, il sert à quelque chose, parce que si on supprime ce gène chez la souris ne se développe pas correctement. Donc on a ce précurseur de l'amyloïde qui peut être coupé par des protéines qu'on appelle des enzymes. Alors vous voyez ici, soit l'alpha-sécrétase et la gamma-sécrétase. Vous voyez, l'alpha-sécrétase ici, gamma-sécrétase. Et donc on a un peptide P3 qui est relargué. Ce peptide P3, il ne peut pas former de plaques amyloïdes. Donc c'est ce qu'on appelle la voie de clivage non amyloïdogénique. Donc il ne génère pas de peptides amyloïdes et de plaques amyloïdes. La deuxième voie, bêta-sécrétase plus gamma-sécrétase, on a la formation de ce peptide A-bêta qui lui va former les plaques amyloïdes. Donc c'est finalement certainement une question de quantité de peptides produits. Et puis ce peptide, il est très hydrophobe, donc il n'est pas soluble dans l'eau, et il va s'associer pour former comme on le voit ici, donc il est formé ici, et il forme des oligomères. Donc on a ici un monomère de peptides qui s'associe avec d'autres pour former des oligomères, puis des fibrilles, puis les plaques amyloïdes qui sont, elles, insolubles, et qui forment ces plaques qu'on voit dans les cerveaux des patients. On va représenter ici. Et donc on sait que ces peptides A-bêta sont produits physiologiquement, mais dans certaines conditions, ils vont être produits de manière plus importante et surtout se mettre à former ces agrégats insolubles. Et une fois que ces agrégats insolubles commencent à se former, on va avoir une cascade d'événements qui va avoir lieu, notamment la formation des dégénérescences neurofibrillaires formées de tau, donc la deuxième pathologie, deuxième lésion, puis une perte des neurones, une perte des synapses, des dommages vasculaires, une inflammation au niveau du cerveau, qui vont entraîner les troubles cognitifs et la démence. Alors cette cascade amyloïde, cascade d'événements, on sait qu'elle a lieu puisqu'il y a environ 1% des cas de maladie d'Alzheimer qui sont des formes familiales de la maladie. Donc c'est des familles dans lesquelles les mutations se transmettent
de génération en génération. Et ces mutations, elles ont lieu principalement sur trois protéines. Le précurseur de l'amyloïde, dont je vous ai parlé, et puis les enzymes préséniline 1 et préséniline 2, qui sont les enzymes qui coupent ce précurseur. Donc dans ces familles, on a des mutations dans une de ces trois protéines. Alors vous voyez le nombre de mutations qui a été répertorié, on en a 29 pour l'APP, 166 pour préséniline 1 et 10 pour préséniline 2. Et là, c'est le nombre de familles qu'on avait répertoriées en 2001. Donc vous voyez que les mutations dans préséniline 1 sont les plus fréquentes, puisqu'à cette époque, il y avait 362 familles pour 78 pour des mutations dans l'APP. Donc ce sont des cas, des familles qui ont des mutations dans ces gènes, qui provoquent un dépôt des lésions amyloïdes avec des dépôts des agrégats, et ensuite le démarrage de la pathologie tau et des déficits cognitifs et des démences. Donc on sait que la succession des événements peut aller dans ce sens-là, d'où la cascade amyloïde. Mais donc, mis à part ces quelques cas, vous voyez, c'est très peu, c'est quelques pourcents, 1% et peut-être un peu plus, il y a des facteurs de risque génétiques. C'est-à-dire que dans les formes sporadiques, qui ne sont pas génétiques, il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire que dans la population, on trouve des formes de certains gènes qui sont plus fréquents chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc là, vous voyez la représentation d'une étude qui a été faite par un laboratoire de généticiens à Lille, qui est une méta-analyse génétique de 74 000 individus, qui a permis d'identifier 11 facteurs de risque. Donc peu importe, cette figure montre les différents chromosomes, 1, 2, 3 jusqu'à 22, les 22 chromosomes humains. Et on voit ici des valeurs de P, c'est des probabilités. Et il faut juste vous dire que plus la probabilité est élevée, plus le facteur de risque est important. Et vous voyez que le premier qui sort ici, le plus fort, c'est ApoE, l'apolipoprotéine. Je vais vous en parler juste après. Mais qu'on a ensuite un certain nombre de facteurs avec des risques beaucoup plus faibles. Mais peut-être que combinés, ces facteurs apportent donc des risques certains pour le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc les facteurs de risque, malgré toutes ces études sur 74 000 individus, il y a le facteur de risque majeur qui reste, on n'a pas découvert de facteur de risque qui soit aussi important, c'est le facteur ApoE. Donc l'ApoE, c'est pour apolipoprotéine. C'est une protéine que vous voyez représentée ici, sa séquence, une succession d'acides aminés. Et donc c'est une protéine qui existe dans la population générale sous trois formes, l'ApoE, l'ApoE3 et l'ApoE4. Donc trois formes. Et la différence entre ces trois formes, c'est pas grand-chose, c'est deux mutations ponctuelles dans l'ADN, deux changements. Et vous voyez dans ces deux positions sur la protéine, en 112-158, on a soit deux cystéines, soit une cystéine arginine, soit deux arginines. Donc ça, c'est des acides aminés différents. Donc c'est très peu de changements, mais ces quelques changements vont vraiment modifier la structure de la protéine et faire que dans un cas, on a un risque de maladie d'Alzheimer qui est beaucoup plus élevé. Donc vous le voyez ici, dans la population générale, on a surtout la forme ApoE3, 77%, et 13% de forme 4, alors que dans la population atteinte de maladie d'Alzheimer, on a 36% de la forme 4. Donc c'est une augmentation qui est très significative. Et on sait que cette forme 4, vous le voyez ici, donc on a la fréquence d'Alzheimer avec l'âge moyen d'apparition des signes cliniques. Donc dans la population qui ne porte pas la protéine ApoE4, donc qui est soit E3 pour la plupart des cas ou parfois E2, on a 20% de la population qui va avoir une maladie d'Alzheimer, et l'âge moyen est de 84 ans. Alors que lorsqu'une personne est hétérozygote, donc on a tous deux allèles pour chaque gène, donc cette personne a un allèle ApoE4 et un autre qui est soit E3, soit E2. Donc chez ces personnes avec un allèle ApoE4, on a une fréquence qui augmente, 47%, et un âge moyen qui diminue.
Et lorsqu'une personne est ApoE4, ApoE4, donc les deux allèles ApoE4, là, vous voyez, on a 91% et avec un âge moyen de 68 ans. Donc on a un risque qui est vraiment très élevé et donc c'est une des raisons pour lesquelles cet allèle ApoE4 est le facteur de risque majeur de maladie d'Alzheimer. Donc c'est une protéine apolipoprotéine, donc c'est une protéine qui lie les lipides et en particulier le cholestérol. Donc vous voyez ici un neurone, une cellule du cerveau. Et dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones, il y a aussi ce qu'on appelle des astrocytes. Et ce sont les astrocytes qui synthétisent le cholestérol. Les neurones ne sont pas capables de le faire. Et pourtant, ils en ont besoin, puisque toute membrane de cellules contient des quantités énormes de cholestérol. Donc il faut du cholestérol pour constituer la membrane des neurones. Alors je vais vous rassurer tout de suite, le cholestérol du cerveau n'a pas grand-chose à faire avec le cholestérol du sang. Parce qu'on a la barrière hématoménagée qui empêche le passage du cholestérol du sang vers le cerveau. Bon, si cette barrière est intacte, évidemment. Donc l'astrocyte synthétise le cholestérol, et le cholestérol, il n'est pas soluble dans l'eau, hein, dans les milieux biologiques. Donc il faut qu'il s'associe à une protéine qui est l'apolipoprotéine E, justement, pour former des lipoprotéines, lipides protéines, des mélanges de lipides, le cholestérol, et de protéines apolipoprotéines. Et donc ça permet au cholestérol de sortir de l'astrocyte et d'aller ensuite rentrer dans le neurone pour fournir les quantités de cholestérol suffisantes à la vie normale du neurone. Mais ces apolipoprotéines, avec le cholestérol et la bêta, forment en quelque sorte un ménage à trois. Donc la bêta peut aussi se fixer sur ces apolipoprotéines. Et c'est important parce qu'une fois que la bêta sera fixée sur ces apolipoprotéines, il peut être capté par les microglies, qui sont un peu les macrophages du neurone, et c'est des cellules qui vont être capables de dégrader la bêta. Donc vous voyez que c'est important. Alors quelle est la différence entre l'ApoE4 et l'ApoE3? L'ApoE4, on a montré que la protéine ApoE4 lie beaucoup moins le cholestérol et les lipides que ne le fait l'ApoE3. Donc c'est un niveau de lipidation qui est clairement différent. Et aussi, on sait que l'ApoE4 lie moins la bêta par rapport à l'ApoE3. Donc elle va, en quelque sorte, l'ApoE4 va empêcher la bêta d'être détruite par les cellules microgliales. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment sur l'ApoE, mais on ne sait pas encore tout. Donc le facteur de risque majeur, l'ApoE, et vous le verrez, c'est important parce que ça va permettre les nouvelles études cliniques qui ont lieu actuellement sur des patients à risque, donc qui ont l'ApoE4. Donc comment essayer de classifier les personnes et quels sont les biomarqueurs actuellement qui permettent d'étudier la maladie? Donc vous entendrez parler par Stéphane Lerissi des marqueurs d'imagerie. Donc ce sont des marqueurs d'IRM, de TEP, qui permettent de détecter la charge amyloïde dans le cerveau, par exemple. Mais vous voyez ici représenté de manière très schématique le temps, donc l'âge, avec les biomarqueurs anormaux. Donc le premier biomarqueur anormal qui apparaît, c'est la bêta dans le liquide céphalorachidien. Okay. Après, donc en rouge, vous avez les marqueurs TEP d'amyloïde, donc la charge de la lésion amyloïde qu'on peut détecter par imagerie, et dont Stéphane Lerissi va sûrement vous parler. Ensuite, en bleu, on a les quantités de protéines Tau, la deuxième lésion Tau, dans le liquide céphalorachidien. Puis, on a l'apparition des lésions qu'on peut détecter par IRM. Et enfin, en vert, le déficit cognitif. Donc, on a un certain nombre de biomarqueurs qu'on peut détecter, mesurer, et qui apparaissent avant le déclin cognitif. Mais évidemment, on ne peut pas tester toute la population. Et ce que vous voyez ici représenté sur ce schéma, qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes à haut risque et des personnes à bas risque. C'est-à-dire que les personnes à haut risque vont avoir un développement des déficits cognitifs qui va apparaître avant les personnes à bas risque. Et finalement, à un temps donné, pour des mesures de biomarqueurs
qui sont les mêmes entre une personne à haut risque et à bas risque. On va avoir pour la personne à haut risque un déficit cognitif important, alors que la personne à bas risque, qui a déjà des marqueurs élevés, n'aura aucun déficit cognitif. Donc on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a des personnes à haut risque et à bas risque. Donc vous avez dû entendre parler des essais cliniques, hein, qui ont pour la plupart été quand même des échecs, puisque finalement tous les essais cliniques réalisés sur des patients atteints de maladie d'Alzheimer à des stades soit relativement avancés, soit un peu plus précoces, n'ont pas donné de résultats faramineux. Donc, actuellement, les nouveaux essais cliniques sont réalisés, enfin là, en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont vraiment intéressants, puisque une des idées était qu'il fallait démarrer des traitements très précocement, avant même qu'on puisse détecter un déclin cognitif. Donc je vous ai mis ici une liste, c'est une revue américaine, donc, mais je ne vais pas tout vous décrire, mais vous donner juste un exemple. Donc c'est les nouveaux essais cliniques chez des sujets à risque. Donc c'est des personnes qui n'ont pas encore de signes cognitifs. Donc il y en a une qu'on suit de très près, qui est l'étude Diane, qui est réalisée donc dans plusieurs centres, dont certains en France. Et donc c'est une étude qui s'intéresse aux formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Donc avec des mutations dans les gènes qui produisent l'amyloïde bêta. Donc on sait que ces personnes qui ont la mutation vont avoir une maladie d'Alzheimer, disons, vers 40 ans ou 55 ans, ça dépend des mutations. Donc c'est des personnes qu'on va commencer à traiter 10 ans avant la date fatidique d'apparition du déclin cognitif. Évidemment, c'est des personnes qu'il va falloir suivre pendant plus de 10 ans pour voir si le déclin cognitif apparaît et comment il se développe. Donc ça, c'est une étude à très long terme, hein, comme vous pouvez le comprendre. Il y a aussi donc, ces études, vous voyez, qui sont labellisées ApoE4, hein, où dans ces études, on va traiter des personnes qui ont l'allèle ApoE4. Et là, par exemple, donc là, c'est des ApoE4 homozygotes, donc qui ont les deux allèles ApoE4. Donc on traite ces personnes avant l'apparition des symptômes. Donc vous voyez vers quoi tendent les études cliniques actuellement. Donc vers une prise en charge et un traitement très précoce de la maladie. Alors à l'ICM, l'IHU et l'Institut de la mémoire de la maladie d'Alzheimer, on s'intéresse à une cohorte de ce type-là qui va servir à trouver des marqueurs, des prédicteurs de la maladie. Donc c'est une cohorte qui s'appelle InSight, pour Investigation of Alzheimer's Predictors. Il y a 321 sujets de plus de 70 ans qui vont être suivis pendant 7 ans. C'est une étude monocentrique, donc un seul centre ici, et c'est des sujets qui ont plus de 70 ans qui sont sans déficit cognitif. Donc c'est des sujets sur lesquels il va y avoir toute une série d'imagerie IRM, TEP, EEG, des marqueurs du liquide céphalorachidien, des marqueurs sanguins et une analyse génétique. Et l'idée étant de trouver les profils de conversion, donc chez des personnes qui rentrent dans l'étude, qui sont cognitivement normales, parmi celles qui vont développer une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on pourra avoir de différence avec les personnes qui ne développeront pas la maladie. Et puis donc ça permettra aussi de réaliser des études cliniques sur des sujets à risque et définir ces fameux sujets à risque. Alors dans mon équipe, la recherche qu'on fait principalement, c'est autour de la pathologie amyloïde. Donc je vous le rappelle, l'amyloïde est produite à partir d'un précurseur, le précurseur de l'amyloïde APP. C'est une protéine transmembranaire, ça c'est la membrane de la cellule. Et ce que je ne vous avais pas encore dit, c'est que ce précurseur, il va être internalisé dans des petits compartiments de la cellule qui s'appellent les endosomes. Et une fois internalisé, il va être clivé et former le peptide A-bêta ici en rouge. Et ce peptide va être ensuite sécrété et former les fibres d'A-bêta et ensuite les plaques séniles. Et je vous disais aussi que le cholestérol joue un rôle important puisqu'il y en a des quantités importantes au niveau de la membrane des cellules. Donc on s'est intéressé dans mon équipe à connaître le rôle du cholestérol dans la production de ces peptides A-bêta et leur sécrétion. Donc je ne vais pas vous décrire toutes les analyses,
Mais je vais juste vous parler de ce qu'on a pu identifier sur les coupes de cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer, post-mortem. Donc vous voyez une plaque amyloïde. On peut, avec des outils qui se trouvent dans cet institut qui s'appellent des lasers, des microdissecteurs laser, on peut microdisséquer ces plaques amyloïdes. Donc vous voyez, avant la microdissection, on fait passer un laser et on récupère la plaque sénile ici. Et après, donc dans l'équipe dans notre équipe, avec Charles Luckertz, on a pu analyser ces plaques séniles microdisséquées et analyser leur contenu en cholestérol en utilisant des technologies qui s'appellent les technologies de spectrométrie de masse. Donc on analyse les composants. Donc on a analysé le cholestérol et on a pu montrer que dans les plaques, on a des taux de cholestérol qui sont 2 fois plus importants qu'à côté des plaques. Donc en quelque sorte, il y a une accumulation du cholestérol au niveau des plaques. Et on peut aussi utiliser les mêmes techniques de spectrométrie de masse pour analyser directement des tissus. Donc là, c'est une section de cerveau de contrôle et de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et on peut doser le cholestérol, vous le voyez ici en bleu. Et on voit clairement que la répartition de la couleur bleue, donc qui correspond au cholestérol, est différente entre les patients Alzheimer et contrôle, avec des augmentations chez les Alzheimer. Donc on a pu trouver une augmentation du cholestérol dans les cerveaux des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc nous, on s'était intéressé à connaître les effets plutôt sur des systèmes cellulaires. Donc on travaille sur des neurones en culture. Donc ce n'est pas des neurones humains, c'est des neurones qu'on met en culture à partir d'embryons de souris. Et donc on a pu montrer, donc vous voyez un schéma de quelques années de travail, qui a été réalisé par Catherine Marker, qui était une stagiaire postdoctorale dans l'équipe, qui est maintenant à New York. On espère qu'un jour elle aura un poste pour revenir travailler en France. Donc vous voyez ici représenter la membrane du neurone, avec ces zones en orange, qui sont des zones riches en cholestérol. Vous voyez l'APP, toujours le précurseur de l'amyloïde, ici en gris et rouge. Et à côté en jaune, c'est une enzyme qui clive le précurseur pour générer le petit peptide. Donc on a montré que dans la condition normale, donc condition normale de cholestérol, on retrouve l'APP et son enzyme de clivage dans ces zones riches en cholestérol, mais en dehors. Quand on augmente le cholestérol au niveau de cette membrane, on a une relocalisation de l'APP et de son enzyme, vous voyez, dans ces zones riches en cholestérol qu'on appelle les radolipidiques. Donc on a une relocalisation, les protéines bougent à la membrane, se relocalisent au niveau des radolipidiques et sont internalisées très rapidement dans ces vésicules qu'on appelle les endosomes. Et une fois internalisées, elles produisent la bêta. Donc en quelque sorte, quand le cholestérol membranaire est augmenté, on a une accélération de la production de peptides amyloïdes. Et on a pu le doser, en effet, quand on augmente le cholestérol dans la membrane des neurones, on a une augmentation de la production de peptides amyloïdes. Mais aussi, on a un effet sur les endosomes. Là, vous voyez un neurone en culture, et ce que vous voyez en bleu, c'est un marquage spécifique de ces endosomes. Donc, situation contrôle, quand on augmente le cholestérol, on voit que les endosomes sont modifiés, ils deviennent plus gros, ils s'élargissent. Alors ils s'élargissent, mais aussi, quand on regarde de plus près, donc ça c'était une photo prise au microscope où on éclaire avec de la lumière fluorescente, mais on peut regarder encore de plus près au microscope électronique, et on voit là que non seulement on a des endosomes de taille différente, mais qui s'agrègent. Donc on a la formation d'agrégats d'endosomes. Donc quand on rajoute le cholestérol à la membrane, augmentation de taille, augmentation des agrégats. Donc pour le moment, on a 2 hypothèses. Soit on a une augmentation de taille qui proviendrait de fusion de plus petites vésicules, soit on a la formation d'agrégats, de vésicules de taille plus ou moins normale,
quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on aurait une augmentation de la durée d'interaction entre l'APP et son enzyme qui coupe. Et donc le risque pour que le clivage ait lieu est plus important, hein, la probabilité augmente. Donc on a une surproduction de peptides à bêta. Alors c'était intéressant puisque dans la maladie d'Alzheimer, dans les cerveaux de personnes atteintes de formes sporadiques de maladie d'Alzheimer, on peut aussi, vous voyez ici représenté un neurone, et on peut aussi marquer les endosomes, on voit ici les endosomes marqués en rouge, et on voit que dans les cas sporadiques de maladie d'Alzheimer, on a des endosomes qui sont de taille beaucoup plus importante que chez les contrôles. Donc c'est quelque chose qui apparaît à la fois dans le cerveau et aussi quand on cultive des neurones. Et évidemment, la question évidente qu'on s'est posée, c'était de savoir si on pouvait retrouver dans le sang de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer des modifications des endosomes. Donc pour ça, on a travaillé avec une cohorte de patients qui s'appelle IMABio3, avec Marie Sarrazin, donc à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, et qui est maintenant à l'hôpital Sainte-Anne, et Bruno Dubois. Donc on a eu accès à des prélèvements sanguins de 23 contrôles, 25 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer à des stades précoces, un mild cognitive impairment, et puis 23 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer avec démence. Et donc vous voyez ici des globules blancs de ces différentes personnes pour lesquels on a marqué les endosomes en vert. Et vous voyez clairement que dans les cas Alzheimer-MCI, on a une différence notamment dans la taille. Donc on a pu mettre en évidence une dilatation des endosomes dans les globules blancs. Alors ça, on peut le quantifier, hein. On peut regarder le pourcentage d'endosomes avec des petites tailles en blanc, des tailles moyennes ou des grandes tailles en noir. Et on voit que les grandes tailles en noir augmentent chez les MCI et chez les Alzheimer avec démence. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a pu montrer une corrélation entre la taille des endosomes et la charge amyloïde dans le cerveau de ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc on ne comprend pas encore complètement pourquoi, évidemment, mais donc la dilatation des endosomes serait corrélée à la charge amyloïde, d'où l'hypothèse d'un nouveau biomarqueur sanguin. Et donc pour terminer, on a vu les effets du cholestérol à la membrane sur la production de peptides à bêta. Alors vous allez me dire pourquoi le cholestérol a tous ces effets dans ce cas-là plutôt néfastes. Eh bien, une des raisons possibles, c'est qu'il y aurait un site de liaison du cholestérol sur le précurseur de l'amyloïde. Donc vous voyez une membrane d'une cellule ici, et ce précurseur de l'amyloïde, donc protéine transmembranaire, toutes ces lettres, c'est les différents acides aminés. Et donc une hypothèse serait qu'il existe un site d'interaction du cholestérol avec ce précurseur de l'amyloïde. Et donc pour le mettre en évidence, on a effectué un certain nombre de mutations. Donc on a généré des mutants dans des tubes à essai. On a fait des mutations simples, donc on a remplacé tous les acides aminés ici en couleur par d'autres acides aminés. On a fait des mutations simples, des mutations doubles, dans la partie extracellulaire et dans la partie transmembranaire. Et on a regardé l'effet de ces mutations sur la production de peptides amyloïdes. Donc vous voyez les différents mutants, peu importe les différentes couleurs, et la quantité d'A-bêta produite par les mutants. C'est deux types d'A-bêta. Donc vous voyez que pour la plupart de ces mutants, on a, par rapport à la molécule non mutée, ici en vert, 100%, on a une diminution de la production de peptides A-bêta. Donc on arrive finalement à générer des mutations qui diminuent la production d'A-bêta. Et ces mutations sont dans le site de liaison du cholestérol. Donc si on mute ce site, on a moins de production d'A-bêta, ce qui prouverait en fait qu'il y aurait vraiment un site de liaison du cholestérol sur l'APP. Donc on a un rôle du cholestérol sur la pathologie amyloïde. Donc si on augmente le cholestérol à la membrane, on a une augmentation de production d'A-bêta. Et si on mute un site sur l'APP, dans la région de l'APP qui lie le cholestérol, on a une diminution de la production d'A-bêta. Donc la question maintenant est de savoir si on pourrait inhiber cette liaison pour diminuer la production d'A-bêta, ou alors diminuer les quantités de cholestérol membranaire
ou alors modifier encore le trafic des endosomes. Donc je vais vous donner quelques pistes. Donc comment inhiber la liaison au cholestérol? Donc on a développé un test qui permet de mesurer l'interaction entre l'APP et le cholestérol. Donc on prend des petites séquences de l'APP, c'est ce qu'on appelle des peptides, soit sans mutation, soit avec des mutations en rouge. Et on va les déposer sur une plaque, ici, vous voyez, des ronds. Alors, le mutant ici, et le non muté ici. Et on va faire passer sur cette plaque des liposomes, donc c'est des structures qui sont chargées en cholestérol, et on va regarder l'interaction du cholestérol avec ces peptides. Ces peptides contiennent le site de liaison du cholestérol. Donc on regarde l'interaction entre le site de liaison du cholestérol sur les peptides et le cholestérol. Donc on voit ici un signal très fort avec le peptide sans mutation, en vert, et avec le peptide muté, on ne voit pas de signal. Donc là, on a un test qui permet de détecter la liaison, et évidemment, maintenant, on va essayer de voir si on peut inhiber cette liaison avec des petites molécules. Deuxième question, possibilité, comment diminuer les taux de cholestérol membranaire? Donc on a écrit récemment une revue, où on passe en revue tout un tas de possibilités. Et il y en a une que j'ai trouvée dans la littérature qui me semble intéressante, c'est utiliser des stérols qui sont issus de plantes. Et ces personnes-là ont montré qu'en utilisant ces stérols issus de plantes, on peut remplacer le cholestérol par d'autres types de stérols et diminuer la production d'A-bêta par des cellules. Troisième possibilité, modifier le trafic dans les endosomes. Donc là, je vous ai parlé de deux hypothèses qu'on est en train d'essayer d'examiner. Et donc là, il faudra revenir dans quelques mois pour voir la conclusion de ces expériences. Et je vais m'arrêter là parce que vous aurez peut-être des questions à poser. Donc vous voyez la liste des personnes à l'ICM et à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, à l'IHU, impliquées dans ces travaux. Donc évidemment avec la Fondation ICM, l'Agence nationale de la recherche, l'Université Pierre et Marie Curie, le CNRS qui paye mon salaire, l'INSERM, l'IHU, l'ECMA, la Ligue européenne contre la maladie d'Alzheimer, qui finance le salaire d'une étudiante, et puis des industriels qui nous aident à constituer les cohortes et à réaliser ces expériences sur ces personnes, ces sujets et ces patients qui nous permettent ensuite de réaliser nos expériences de recherche plus fondamentales. Donc je vous remercie de votre attention et je serai là pour répondre aux questions. Je vais vous parler d'imagerie, donc dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, mais d'une manière un petit peu plus générale pour vous présenter un nouvel outil qui vient d'être installé à la Salpêtrière, qui combine à la fois les possibilités de l'IRM que vous connaissez et les possibilités de la caméra émission de positrons ou tomographie émission de positrons, le TEP. Alors c'est un appareil qui est très original et très compliqué pour les constructeurs à mettre en place. Le responsable scientifique de ce projet, c'est le docteur Mario Dilabert, et donc je vais vous parler de l'outil, les avancées scientifiques, du projet que nous menons à l'IHU et des avancées que nous pouvons espérer avec un tel outil. D'abord, les avancées scientifiques et médicales du TEP-IRM avec deux mots pour vous expliquer comment ça fonctionne. L'IRM, vous connaissez tous, probablement beaucoup d'entre vous ont déjà passé une IRM, c'est imagerie par résonance magnétique. Et l'imagerie par résonance magnétique utilise les propriétés de résonance magnétique des noyaux des atomes. Et en l'occurrence, en IRM du corps humain, on utilise les noyaux des atomes d'hydrogène. En TEP, par contre, on a besoin d'injecter quelque chose. On injecte ce qu'on appelle un traceur, un radiotraceur, radio parce qu'il est radioactif. Alors voilà, très brièvement, vous allez voir, j'ai même presque honte, pour une IRM, comment ça fonctionne. On vous met dans l'IRM et vos noyaux d'atomes d'hydrogène qui sont animés d'un petit mouvement autour d'eux-mêmes qu'on appelle spin, pour rotation en fait, vous voyez, on va leur envoyer ce qu'on appelle une onde radiofréquence. Imaginez que c'est comme une onde radio, paf, on les bascule, on leur fait perdre leur état d'équilibre, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir spontanément à l'état d'équilibre en émettant une onde qu'on va pouvoir enregistrer et qui est à la base du signal IRM. Donc tout se passe avec les propriétés magnétiques du corps humain, on n'injecte rien du tout.
Par contre, pour le TEP, c'est différent. Là, on a besoin d'un traceur. On va utiliser une molécule. Ça peut être le glucose, par exemple. On va lui ajouter un marqueur qui est une molécule radioactive, le plus souvent, le fluor avec fluor 18, qui est une molécule radioactive qui va être injectée par voie intraveineuse, qui va aller se fixer dans un tissu, qui va émettre un positron, un électron avec une charge positive, et qui va se désintégrer en rencontrant un électron pour émettre des photons qui sont recueillis par l'appareil. Donc vous voyez que le principe est complètement différent. Et alors faire fonctionner à l'intérieur d'un TEP une IRM, c'est quand même très difficile, parce qu'une IRM c'est un champ magnétique extrêmement puissant. Dans l'appareil que nous avons acheté, c'est 60 000 fois le champ magnétique de la Terre. On ne peut pas mettre de matériel mécanique et ferromagnétique. Donc il faut repenser tous les composants de l'appareil. Et c'est ce que les constructeurs ont fait. Ils ont fabriqué un appareil mixte qui est capable de faire les deux à la fois. Ces deux techniques complémentaires, vous allez me dire pourquoi on se complique la vie à mettre les deux à la fois finalement. Ces deux techniques complémentaires qui apportent des renseignements qui sont totalement différents et que je vais vous montrer sur les diapositives qui suivent. Regardez, pour une IRM, on peut faire des images qu'on appelle anatomiques. On voit très très bien l'anatomie du cerveau. On a l'impression de voir une coupe histologique. Là, c'est un patient qui présente une tumeur dans cette région-là. On voit très bien les sillons corticaux et on voit la position de la tumeur. On peut même la segmenter, la reconstruire en 3 dimensions, la faire tourner. Ici, elle est en rose avec une coupe du cerveau. Et puis, on peut utiliser beaucoup d'autres séquences. Une séquence ici qui nous permet de voir en blanc ce qu'on appelle l'œdème autour de la tumeur. Ici, on a injecté un produit de contraste. On peut, dans une IRM, injecter un produit, ce qu'on appelle le gadolinium, et on voit qu'il y a des régions qui deviennent un peu blanches, là. Alors ça, c'est plutôt mauvais pronostic, quand il y a des régions de la tumeur qui deviennent blanches après l'injection. Et puis, on peut même faire encore des séquences qui vont nous donner l'importance de la vascularisation. Plus c'est rouge, et là, on voit que c'est assez rouge, et bien plus c'est une tumeur vasculaire, plus il y a de vaisseaux, et là aussi, plus il y a de vaisseaux, et en général, moins c'est. Mais c'est pas tout. On peut aussi reconstruire les fibres qui font communiquer deux régions du cerveau. Là, vous voyez, en vert, ce sont des fibres, c'est-à-dire un faisceau de substance blanche qui fait communiquer des régions distantes du cerveau. En vert pour les régions du langage, et ici en bleu pour les régions qui gèrent la motricité. Alors pour un chirurgien, c'est important parce qu'il sait si c'est près ou loin, s'il doit faire attention en enlevant la lésion ou pas. On peut continuer, on peut faire bouger les gens à l'intérieur de la machine. On va y regarder, on fait faire un petit mouvement, et puis on voit apparaître ici les activités cérébrales, presque en temps réel, en 2 minutes. On peut faire une cartographie, vous voyez, en rouge, il y a des régions qui apparaissent. On peut se déplacer. On appelle l'IRM fonctionnel. Et on voit en rouge, là, ici, la région qui commande le mouvement de la main. C'est presque en temps réel, hein. C'est un tout petit peu plus long quand on fait... Voilà, donc ici, on peut localiser la région qui commande le mouvement de la main. C'est très pratique si vous avez une tumeur à côté. Là aussi, est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que ça va être facile ou pas? On peut même faire un parler dans une IRM, chercher des mots ici, des noms d'animaux. Voilà la région qui va générer les noms d'animaux et on voit la position par rapport à la tumeur. La tumeur en rose, l'activité ici, c'est tout près, il faut faire attention en opérant. Donc ça, c'est toutes les possibilités de l'IRM. Des images anatomiques, des images fonctionnelles, la connectivité du cerveau, on peut même injecter, on a beaucoup de renseignements, la perfusion. Mais il y a une chose que l'IRM ne sait pas faire, c'est voir le métabolisme, un petit peu mais pas très bien, et puis également c'est de voir la présence de certaines molécules à l'intérieur du cerveau, et ça par contre la tomographie émission de positrons est très bien capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on injecte ces traceurs. Alors des traceurs qui contiennent du glucose et qui vont aller montrer si le métabolisme, par exemple le métabolisme du cerveau, est important ou pas. On peut quantifier le métabolisme du cerveau, on peut voir s'il y a beaucoup de métabolisme dans une tumeur, là aussi c'est un indice de sévérité. On peut injecter de la choline qui est présente dans les membranes, c'est donc un marqueur des membranes. Des traceurs qui sont importants pour voir aussi les tumeurs. Regardez ici une tumeur qu'on voit très très bien avec la caméra émission de positron. Là c'est la radioactivité qui est dégagée par le produit qu'on a injecté, qui s'est fixé sur la tumeur, qu'on voit avec la caméra émission de positron. La dopamine, dans la maladie de Parkinson, ici, vous voyez, les régions qui présentent beaucoup de dopamine, et puis des marqueurs qu'on va détailler par la suite, donc je ne vais pas insister maintenant, de la maladie d'Alzheimer, amyloïdes et tau, qui ont été présentés par Marie-Claude Petit. Et qu'est-ce qu'on gagne à mettre les deux dans le même appareil? Parce qu'on pourrait très bien avoir une IRM, on va dans le service de neuroradiologie, et puis un examen TEP, on va dans le service de médecine nucléaire. Vous avez vu des modalités d'imagerie complémentaires. Et ça, c'est en même temps. Et comme c'est en même temps, eh bien, on peut utiliser une modalité pour améliorer les performances de l'autre, comme par exemple mieux recaler des images TEP IRM. C'est-à-dire que quand vous avez des images de différentes modalités, TEP et IRM, c'est intéressant de pouvoir les superposer, ce qu'on appelle le recalage.
Parfois, c'est pas facile. Regardez là. Voilà une image TEP. Alors, il y a une information métabolique très importante, mais par contre, l'anatomie, on ne la voit pas très bien. Alors, pour les logiciels, aller recaler cette image-là sur une belle image anatomique IRM, c'est pas toujours facile. Si c'est acquis en même temps, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Et là, regardez, on a un recalage presque parfait entre l'image TEP et l'image IRM qu'on devine par en dessous, et on voit bien les sillons du cerveau avec l'image TEP par-dessus. Donc, on a le métabolisme qu'on superpose sur l'image IRM. On peut également mieux recaler des images successives. Vous venez une première fois, et puis 6 mois après, voilà un examen. Alors bien sûr, en TEP, on a une imagerie métabolique très importante. Plus c'est rouge, là par exemple, plus il y a de métabolisme, c'est le glucose cette fois qui est utilisé. Mais aller recaler cette image-là sur celle qui est acquise 6 mois plus tard, ici c'est pas évident parce qu'on voit pas très bien les repères anatomiques. Si par contre on a acquis l'image IRM en même temps, recaler une image IRM à un temps T0 et à un temps 6 mois plus tard, c'est assez facile et le logiciel se débrouille bien. Donc on améliore beaucoup la superposition des images. On peut aussi corriger le mouvement. C'est pas toujours facile de rester immobile pendant 5 minutes dans une IRM sans tousser, sans bouger, on n'est pas bien installé, puis des fois même on n'a pas toute cette tête à soi, c'est pas toujours facile. Et bien avec l'IRM, regardez, on peut voir ici la position, là ici vous avez le temps, et là on voit la position de la tête, on voit ici que la personne a bougé, puis de nouveau elle a bougé, là, puis encore elle a bougé, etc. Alors on peut corriger, on peut utiliser l'information de l'IRM pour aller corriger en temps réel la caméra tête. Vous voyez ça, c'est une image tête non corrigée, c'est assez flou, et là c'est corrigé, on voit tout de suite mieux les sillons, on a gagné beaucoup en précision. Donc ça c'est l'importance de mettre ces deux à la fois. Et puis également, si on vous fait 2 examens à 2 jours différents, il faut venir 2 fois à l'hôpital, aller en neuroradiologie, aller dans le service de médecine nucléaire, c'est toujours moins bien que si on vous en fait un seul, tout à la fois. Donc voilà les différents avantages de ce type d'appareil. Alors le projet TEP-IRM de l'IHU à Tissem et de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, il est d'installer cet appareil ici dans le service de médecine nucléaire. Vous voyez, alors là vous avez la sortie de métro qui est Chevaleret, ici, là vous avez Saint-Marcel avec le boulevard de l'hôpital, je ne sais pas si vous reconnaissez, donc ici il y a le service de neuroradiologie, l'ICM c'est là, et le service de médecine nucléaire dans lequel est installé l'IRM, le PET-IRM, c'est juste en face, ça ressemble à ça. C'est un projet collaboratif entre le Centre de neurologie de recherche, qui est la plateforme d'imagerie de l'ICM, l'IHU également, mais le service de médecine nucléaire du professeur Aurélie Casse, avec le responsable scientifique, Madame Habert, et le service de neuroradiologie du professeur Dormont pour la partie IRM. Et c'est vraiment un projet inséré dans l'hôpital, avec une partie recherche qui sera menée ici par l'IHU et l'ICM, et une partie clinique qui sera faite pour recevoir des patients dans le cadre de leur bilan clinique dans le service de médecine nucléaire en lien avec le service de neuroradiologie. C'est vraiment donc un projet translationnel. Translation entre la recherche et la clinique. Dans la maladie d'Alzheimer maintenant, à quoi peut bien servir cet appareil? Ça a déjà été abordé par Marie-Claude Petit, alors je vous montre. Voilà. Vous avez les lésions particulières de la maladie d'Alzheimer qui ont bien été abordées, les plaques séniles avec l'amyloïde, mais également les dégénérescences neurofibrillaires qu'on voit ici, et puis une perte neuronale qui conduit à une réduction du volume du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'atrophie. Alors qui voit quoi là-dedans? Eh bien le TEP avec les traceurs amyloïdes qui vont se fixer sur l'amyloïde peut montrer la présence de ces dépôts amyloïdes et les plaques séniles. Les dégénérescences neurofibrillaires, c'est la même chose, c'est le domaine du TEP. TEP qui vont marquer la protéine tau ici, vous voyez. Et par contre, la perte neuronale et l'atrophie, là, c'est vraiment le domaine de l'IRM, et c'est l'IRM qui va montrer les régions du cerveau qui deviennent de plus en plus petites avec le temps. Alors voilà l'IRM. Vous connaissez tous l'hippocampe, je pense. L'hippocampe, cette région ici, autour du tronc cérébral, on la voit là en axial, on la voit ici sur des vues de face, ce qu'on appelle des vues coronales, et là ici en vue de profil. On peut la reconstruire en 3D, vous voyez, donc là l'hippocampe c'est ça, de part et d'autre, et c'est les structures très importantes dans la mémoire et qui sont atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Voilà un patient qui vient avec des troubles de mémoire, regardez l'hippocampe, il est là, je l'entoure en rouge pour que vous voyez mieux, il revient une année après, vous avez vu, hein, l'hippocampe devient plus petit, le ventricule, qui est la partie noire, s'élargit, donc l'hippocampe c'est la région grise ici, un gris clair, et à côté en noir, c'est ce qu'on appelle le ventricule, ça contient du liquide cérébrospinal. Et puis de nouveau, il revient une année après, regardez, vous voyez, la région devient de plus en plus petite. Alors on a ce qu'on appelle une augmentation du taux d'atrophie. Hein. Quand on est un sujet témoin et qu'on va bien, en général, on perd
au-delà de 70 ans, peut-être 80, moins d'1% de volume de cette structure par an, 0,5 peut-être. Quand on a une maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus, presque 10 fois plus. Et quand on regarde cet hippocampe, s'il est atrophique, avec quelqu'un qui présente des troubles cognitifs discrets, eh ben, c'est vrai que c'est un facteur de risque pour évoluer vers une maladie d'Alzheimer. C'est très corrélé à la mémoire. Si vous avez une mémoire qui est... en tout cas, si on regarde les corrélations entre les performances des tests de mémoire, ici, ce qu'on appelle le rappel total sur une liste de 16 mots, et le volume de l'hippocampe, on a une excellente corrélation. Vous voyez, donc c'est cette structure-là qui est corrélée au déficit de mémoire. Et ce qui fait que l'IRM, vraiment, son domaine, c'est ça, c'est voir l'atrophie, et c'est d'utiliser ces paramètres d'atrophie pour aller mieux comprendre quelles sont les structures impliquées dans les troubles de mémoire ou dans d'autres troubles de la maladie d'Alzheimer. Bon, l'IRM fait d'autres choses, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On peut utiliser ce qu'on appelle la tractographie pour voir l'atteinte des faisceaux de connexion du cerveau. Là, on peut reconstruire, vous avez un cerveau qu'on voit un peu de profil, on le devine un peu en transparence, et ici vous avez des régions, un petit peu en couleur, qui sont des faisceaux de fibres qui, là, font communiquer des régions des parties antérieures, frontales, et ici des parties temporales du cerveau. On peut utiliser l'imagerie fonctionnelle, on l'a vu aussi tout à l'heure. L'imagerie fonctionnelle va vous permettre de voir comment des régions communiquent, échangent de l'information entre elles. Ici, par exemple, en rouge, sur cette image, ce sont les régions qui sont connectées au sein d'un réseau et elles échangent de l'information les unes avec les autres, et ce réseau est atteint dans la maladie d'Alzheimer, les échanges d'informations sont moins bons. Donc voilà pour l'IRM. Si maintenant on passe au TEP, la caméra mission de positron, vous avez des produits, des traceurs qui vont marquer l'amyloïde. Et vous voyez, quand on n'a pas d'amyloïde et qu'on injecte le traceur, on est dans les couleurs froides, c'est très bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marquage. Par contre, quand il y a un marquage, ça devient très rouge. Alors il n'y a pas besoin d'être radiologue pour voir que quand on est un sujet sain et qu'il n'y a pas d'amyloïde, eh bien on est plutôt dans les couleurs froides. Et quand on a un patient avec maladie d'Alzheimer, on est vraiment dans les couleurs chaudes, il y a un marquage très fort qui nous indique qu'il y a une charge amyloïde importante chez ce sujet. L'amyloïde. Deuxième point, on peut comparer à l'IRM. Est-ce que c'est les mêmes régions qui contiennent de l'amyloïde et qui sont atrophiques? Eh bien, pas tout à fait. Vous avez, par exemple, là, quand on regarde la localisation de l'amyloïde, toutes ces régions antérieures, c'est le lobe frontal, c'est la partie antérieure du cerveau, il y a beaucoup d'amyloïde dans les régions frontales, pas tellement d'atrophie. Par contre, quand on regarde le lobe temporal, dans l'hippocampe, il y a beaucoup d'atrophie, ici en rouge, alors que quand on regarde l'amyloïde, il n'y a pas tellement d'amyloïde. Ce n'est pas exactement la même localisation des lésions pour les deux, la perte neuronale et l'atrophie, et pour l'amyloïde. C'est pareil pour la protéine tau. Regardez, ici, vous avez un marquage tau, là, comparé à un marquage amyloïde. Vous avez la localisation importante des dégénérescences neurofibrillaires et de tau dans les régions hippocampiques, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup moins d'amyloïde. Ici. Donc on a un marquage amyloïde qui n'est pas exactement superposé au marquage des dégénérescences neurofibrillaires. Alors avec ces outils, avec la caméra émission de positron, on peut le suivre et on peut regarder au cours du temps comment vont se déposer ces dégénérescences neurofibrillaires. Ça commence dans les régions hippocampiques, ça s'étend autour des régions hippocampiques, puis ensuite ça va s'étendre dans des régions plus diffuses du cerveau, dans les phases évoluées de la maladie. Ce qui fait qu'avec tous ces outils, on a pu construire une sorte de modèle de progression des lésions. Qui arrive en premier et combien de temps avant qu'on ait des signes cliniques? Eh bien, la première chose qui a été vue, c'est qu'il y a une phase préclinique prolongée avant d'atteindre le seuil des troubles neurocognitifs sévères. Avec les dépôts amyloïdes, ce qu'on appelle A-bêta, qui surviendraient plus de 15 ans avant le début des signes cliniques. On les voit là, les dépôts amyloïdes en rouge. L'atrophie hippocampique qui débuterait et qu'on commencerait à voir 4 à 5 ans avant le début des signes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Et puis le déficit de mémoire qui va lui survenir plutôt 3 à 4 ans avant qu'on ait une maladie d'Alzheimer, et là qu'on voit avec les tests neuropsychologiques. On peut représenter ça avec ce type de graphique. Ici, vous avez le temps, avec 3 phases, pas de troubles cognitifs, l'apparition de troubles cognitifs discrets en général, on se plaint de sa mémoire, et ici de troubles cognitifs sévères. Et là, on va voir apparaître les lésions. Alors la première qu'on voit apparaître en rouge, là, c'est l'amyloïde. Longtemps avant, plus de 15 ans probablement, avant qu'on commence à avoir des signes cliniques.
puis ensuite tau, puis après l'atrophie, que vous avez ici, les troubles de mémoire, qui ne surviennent pas très longtemps après, et puis ensuite les autres fonctions, et à ce moment-là, on passe dans la phase de troubles cognitifs sévères. L'imagerie a permis de mettre en évidence tout ça, c'est-à-dire qu'on peut suivre des sujets pendant un certain temps, on peut les regarder à différents stades de la maladie, et on peut maintenant voir l'atrophie, les dépôts amyloïdes et les dépôts de dégénérescence non fibrillaire directement par les marquages tau. Ce qui fait qu'on peut résumer le rôle des biomarqueurs d'imagerie. D'une part, ça nous permet de mieux comprendre la maladie. Vous avez vu, l'étude des mécanismes sous-jacents à la neurodégénérescence, la dynamique de dépôt de toutes ces structures à l'intérieur du cerveau, de tous ces marqueurs. Ça peut nous aider à faire un diagnostic plus précoce. Quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, est-ce qu'il a de l'amyloïde? Est-ce qu'il a un marquage tau? Est-ce qu'il y a une atrophie? Mieux prédire l'évolution de la maladie. Ce qu'on ne sait pas encore bien prédire, c'est si on a des troubles cognitifs et qu'on est à risque de maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on va faire la maladie demain, dans quelques années? Pour l'instant, c'est encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. On peut suivre la progression de la maladie. Est-ce que l'atrophie évolue? Est-ce qu'il y a plus d'amyloïdes ou pas? Est-ce que, également, les thérapeutiques sont efficaces? Est-ce qu'une thérapeutique va diminuer la charge amyloïde, va diminuer la charge tau, ou ralentir la progression de l'atrophie? Donc voilà à quoi sert l'imagerie, comment on utilise nous l'imagerie. Et là, on aura à la fois les marqueurs métaboliques et moléculaires avec le TEP et le suivi avec l'atrophie, les lésions de perte de volume à l'intérieur d'un cerveau qu'on peut suivre au cours du temps et qui vont aider le clinicien et qui vont également aider dans les essais thérapeutiques pour suivre l'effet des thérapeutiques. Et puis je terminerai en présentant mes différents collègues. Donc, je vous ai montré le service de médecine nucléaire, le professeur Aurélie Casse qui gère la partie de médecine nucléaire, le professeur Didier Dormont sur la partie neuroradiologie, IRM, donc là c'est la partie TEP, la partie IRM, mes collègues du centre de neuroimagerie de recherche pour la partie recherche, et nos différents donateurs et partenaires qui nous ont permis de mener à bien le projet avec un soutien financier ou un soutien au niveau scientifique, et en particulier l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a fourni les locaux pour pouvoir installer l'outil. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions qui concernent cette partie. Merci de votre venue, merci de nous accompagner aussi au long cours par votre générosité et j'espère que vous êtes convaincus que votre générosité est à bon escient et qu'à l'ICM, nous réalisons des travaux de premier plan pour essayer de comprendre ces maladies, de trouver de nouvelles cibles pour les traiter et donc de développer de nouveaux médicaments, de nouvelles approches pour la prise en charge de ces maladies. Voilà, à bientôt donc, j'espère, et merci encore.